Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous être fidèles. On va revenir aujourd'hui à la rubrique Le Point sur ce qui s'est passé en République dominicaine la semaine dernière. On le sait puisqu'on en a parlé et la presse en a fait état. Des Dominicains sont intervenus la semaine dernière pour empêcher la tenue d'une activité prévue à l'occasion de la commémoration du 208e anniversaire de la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Comment comprendre ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a motivé les Dominicains à agir de la sorte? Des questions que l'on aura donc à poser à notre invité ce matin, le professeur Charles Dumont, point du jour. C'est un ancien diplomate de carrière, il est avocat et il est intéressé ou encore il s'intéresse à l'histoire des deux peuples qui se partagent l'île. C'est avec plaisir qu'on l'accueille à cet espace ce matin. Professeur Charles Dumont, point du jour, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, merci de m'inviter à cette émission et je salue aussi les éditeurs et téléspectateurs de Télémétropole. Merci d'être là avec nous. Et comme je l'ai dit, vous n'êtes pas historien, mais l'histoire vous intéresse. Et après avoir appris cet incident, cette nouvelle qui s'est produite en quelque sorte en République voisine la semaine dernière, vous vous êtes dit, les Dominicains doivent peut-être avoir raison ou avoir tort de réagir ainsi. Quelle a été votre première réaction après avoir entendu cette information? Bon, il faudrait bien remarquer qu'il s'agit là d'une manifestation anti-dessalinienne, puisque on peut se poser la question à savoir s'il s'agissait de notre personnage historique haïtien, par exemple Toussaint Louverture et Jean-Pierre Boyer ou n'importe quel autre personnage, si la réaction aurait été la même. Qu'est-ce qui vous porte à penser que la réaction pourrait avoir été différente? Ok, parce qu'il y a un sentiment anti-dessalinien profondément ancré dans la mémoire collective dominicaine. Et ceci, il faudrait bien remarquer que Dessalines avait envahi la partie est de l'île. C'était en 1805. Naturellement, il ne pouvait ne pas traverser de l'autre côté de la frontière, en ce sens que le général Ferrand, qui avait pris possession de la partie de l'Est, au nom de la France, bien entendu, le général Ferrand avait rétabli l'esclavage, ce que Dessalines, ce que les Haïtiens de cette époque-là ne pouvaient nullement accepter. Et ensuite, Ferrand avait pris un décret, particulièrement où il disait que tout Haïtien pris sur la frontière serait ou tué, ou vendu, ou employé comme esclave. Naturellement, ceci devait entraîner la réaction foudroyante de Dessalines. Et c'est ainsi que Dessalines a traversé la frontière à la tête de son armée pour aller maintenant chasser les Français de l'autre côté de l'île. Mais on peut immédiatement aussi se poser la question, à savoir, d'ailleurs il y a une erreur que Dessalines avait commise lui-même, c'était lors du traité devant sanctionner le départ des troupes françaises avec Rochambeau. Et Dessalines aurait dû, puisque nous étions l'armée victorieuse, il aurait dû demander aussi à Rochambeau d'évacuer la partie est de l'île. Naturellement, Ferrand, qui commandait du côté de Santiago, quand il a appris la victoire de l'armée haïtienne, il a vite fait maintenant de passer de l'autre côté, d'aller à Santo Domingo. Et si vous voulez, de prendre la direction de cette partie de l'île. Mais Dessalines avait demandé à Rochambeau, est-ce que la partie de l'Est ne devait pas être aussi compris maintenant dans l'évacuation? Non. Il fallait immédiatement, puisque nous étions l'armée victorieuse, nous aurions dû poser nos conditions, conditions de reddition. Alors, ici, dans cette partie de l'île, Dessalines était perçu ou encore considéré comme le père fondateur de la patrie,
mais dans la partie est de l'île, il était vu autrement. Il était vu autrement, en ce sens que, puisque quand Dessalines avait envahi à la tête de son armée la partie est de l'île, il avait fait une proclamation. Il avait fait une proclamation aux habitants de l'Est, leur disant qu'il venait comme un père, etc., qui ne voulait de mal à personne. Donc il voulait maintenant rallier à lui et la population dominicaine. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Les gens ont fui, donc il a interprété l'attitude des Dominicains comme étant une hostilité. Et voici que maintenant il a mis le siège autour de Santo Domingo. Il allait emporter la ville, naturellement. Et puis, quand il a vu qu'il y avait un bateau français qui, semble-t-il, se dirigeait vers Haïti, vers la partie occidentale, vers l'ouest. Alors, à partir de ce moment, il a ordonné le retrait des troupes. Et sur le chemin du retour, alors l'armée haïtienne a commis des exactions sur les civils et aussi sur les biens des Dominicains. Donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez, donc ceci est resté dans la mémoire des Dominicains, puisque la réaction a été violente, très violente. Un petit détail que je voudrais voir avec vous. Et nous devons comprendre aussi, selon les faits rapportés par l'histoire ou les faits évoqués dans l'histoire, que la République dominicaine a été envahie ou occupée à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. D'abord par Toussaint Louverture, en 1801. Ceci, c'était à la suite de Est-ce que c'était pour rétablir l'esclavage aussi? Non, loin de là, pour rétablir l'esclavage. Non, non. Bon, bien entendu, l'esclavage existait. Quand Toussaint Louverture avait passé de l'autre côté, il a proclamé l'abolition de l'esclavage. Mais Toussaint Louverture a été là-bas au nom maintenant du traité de Bâle, qui a été signé entre la France et l'Espagne. Il fallait maintenant aller de l'autre côté. Alors, c'était dans la politique de Toussaint Louverture d'arriver à l'autonomie de Saint-Domingue. Et pour cela, maintenant, il a jugé bon de réunir, de réaliser l'unification de l'île. C'est pourquoi il était passé de l'autre côté. Et on peut dire que son administration a été positive. Jusqu'à présent, j'avais accompagné les étudiants de Quisqueya à un séjour culturel et linguistique en République dominicaine du côté de Barahona. Et le maire de la ville qui nous recevait, dans son discours, il avait dit que Barahona, c'était sans complexe, qu'il a dit que Barahona a été fondé par Toussaint Louverture. Vous comprenez? Donc après Barahona, on a eu après Toussaint Louverture, on a eu Jean-Jacques Dessalines. Après Toussaint Louverture, on a eu Jean-Jacques Dessalines. On a eu aussi Boyer, non? Hérard. On a eu Jean-Pierre Boyer, on a eu Hérard et on allait avoir Soulouk par la suite. Donc ça fait plusieurs dirigeants haïtiens qui l'ont fait. Oui, oui. Ok, mais vous avez dit au début de l'interview que la réaction des Dominicains pourrait avoir été différente de celle qu'elle a été la semaine dernière s'il s'agissait de notre chef d'État dont on commémorait ou encore l'anniversaire de la mort. Bon, on ne peut pas dire, on peut reprocher beaucoup de choses à Boyer, par exemple, mais on ne peut pas dire qu'il a commis des exactions réellement sur la population civile dominicaine. Rivière-Hérard avait fait la guerre contre les Dominicains. Bon, naturellement, même dans notre histoire aussi, Rivière-Hérard n'est pas perçu comme étant un personnage réellement transcendant au point de lui faire de lui rendre autant d'hommages. Mais je crois que Soulouk et Dessalines, ils ont laissé de très mauvais souvenirs dans la mémoire collective des Dominicains. Ok, bon. Là maintenant, nous devons comprendre, peut-on dire que qu'il ne s'agit pas d'une réaction anti-haïtienne, mais plutôt anti-dessalinienne, à votre avis? Mais comment pouvez-vous expliquer que certains Dominicains étaient armés de couteaux et étaient très, très agressifs aussi, selon les informations dont on dispose, au moment de cette manifestation? Pourquoi? Comment l'expliquer? Bon, il y a un sentiment anti-dessalinien, c'est vrai, mais aussi anti-haïtien de l'autre côté de la frontière. Qu'est-ce qui vient avant, à votre avis? L'anti-dessalinien ou l'anti-haïtien? Comme l'anti-haïtien est actuel. Donc il faut dire anti-haïtien. Bon, anti-dessalinien, mais il faut dire aussi une chose. Considérons les deux plus grands pères fondateurs de l'indépendance, à savoir Toussaint Louverture. Naturellement, Toussaint Louverture était le précurseur. Mais remarquez que Toussaint Louverture est beaucoup plus apprécié
à l'étranger que Jean-Jacques Dessalines. La raison selon moi, puisque j'ai fait certaines expériences aussi avec des étrangers, c'est que Dessalines avait opéré ce que les gens disent le massacre des Blancs, ce n'était pas le massacre des Blancs, le massacre des Français. Vous comprenez? Donc Dessalines était celui qui ne pouvait pas répéter l'expérience louverturienne, puisque Toussaint Louverture avait flirté, Toussaint Louverture c'était bien entendu avec les Blancs, et on a vu ce qui était arrivé. On a vu ce qui était arrivé, c'est que les Blancs avaient trahi Toussaint L'Ouverture à l'arrivée de l'éclair. Vous comprenez? Et Dessalines peut-être voulait être méfiant. Ah oui, Dessalines a été très méfiant. Il ne voulait pas. Il l'avait bien dit d'ailleurs que si on continuait, si on acceptait maintenant que les Blancs continuent à vivre avec nous sur ce territoire, sur cette terre indépendante, il allait être des machinations de notre déstabilisation. Vous comprenez? Donc il avait vu l'expérience louverturienne qu'il ne voulait pas répéter. Donc il a opéré le massacre des Français. Mais quand les gens disent le massacre des Blancs, ce n'était pas le massacre des Blancs. Et les Polonais qui avaient combattu, qui avaient refusé de combattre les indigènes, Toussaint Louverture, et Jean-Jacques Dessalines les avait bien accueillis. Vous comprenez? Mais il y avait aussi certainement quelques Allemands également. Vous comprenez? À l'époque. À l'époque. Et nous sommes en 1804. Et avec Dessalines, oui, nous sommes en 1804, bien entendu. En 1804, après la proclamation de l'indépendance. Oui, le massacre, c'était au cours du mois de février 1804, probablement. Oh, ok. Donc, il y a des gens qui pensent que cette manifestation anti-haïtienne ou anti-dessalinienne, si nous devons rester dans la logique de vos explications, eh bien, aurait un quelconque rapport avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine qui, de l'avis de certains observateurs, favorise une certaine remontée de l'anti-haïtianisme en République dominicaine. À votre avis, ce n'est pas le cas, ou encore il n'y aurait pas de rapport? Bon, de toute manière, il y a un rapport, puisque les manifestants eux-mêmes, ils ont dit qu'il fallait maintenant expulser les Haïtiens de l'autre côté de leur pays. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas, ils ne cautionnent pas, ils n'acceptent pas la présence haïtienne là-bas. Vous comprenez? C'est la manifestation anti-haïtienne. Le sentiment anti-haïtien qui prévaut là-bas. OK. Et là, maintenant, ça commence à devenir préoccupant. Et on va revenir un peu plus tard pour essayer de mieux comprendre cette situation qui se développe de l'autre côté de la frontière. Mais ce sera tout de suite après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Charles Dumont, Point du jour, est notre invité ce matin. Avec lui, on parle de ce qui s'est passé en République voisine à l'occasion de la commémoration du 208e anniversaire de l'assassinat du père fondateur de la patrie, Jean-Jacques Dessalines. Merci, ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de produits première nécessité, dans marché Titoli, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoli, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoli, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, spaghettia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, Titoli, en gros en détail,
des produits de qualité. Dans marché Titoni, n'a joignon à bon prix. Depuis 5 ans Titoni, produits n'ont pas expiré. Marché Titoni, n'a joué tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le professeur Charles Dumont, point du jour, est notre invité ce matin. Avec lui, on essaie de comprendre ce qui s'est passé en République dominicaine. Il s'agirait plutôt d'une réaction anti-dessalinienne plutôt qu'une réaction anti-haïtienne. Vous l'avez dit? Non, je ne le dis pas. Alors, le sentiment anti-haïtien en République dominicaine est quelque chose de notoire. Tout le monde le sait. D'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas, parce que je n'étais pas ici en Haïti, le président Martelly, tout au début de son mandat, a été de l'autre côté de la frontière, a été en République dominicaine. Il aurait essayé de parler. Il a évoqué la question d'une unification probable des deux pays. Vous savez quelle réaction ceci a suscité de la part du public dominicain. Vous comprenez? Non. J'ai bien aimé votre réaction spontanée quand j'ai parlé de réaction anti-haïtienne et de réaction anti-dessalinienne. Anti-dessalinienne, puisqu'il s'agit maintenant d'une manifestation des étudiants qu'ils allaient organiser en mémoire de Jean-Jacques Dessalines. Donc c'est pourquoi nous disons anti-dessalinienne. Et nous avons dit aussi pourquoi que c'était... Nous avons essayé d'expliquer l'attitude des Dominicains par rapport à Dessalines. Voyez-vous, l'invasion de Dessalines, une invasion qui était naturellement tout à fait recommandée, parce que Jean-Jacques Dessalines ne pouvait pas accepter que l'esclavage se fût établi de l'autre côté de la frontière. Vous comprenez? Et encore que le représentant français, Ferrand, ait pu prendre un décret maintenant disant que tout Haïtien pris sur la frontière serait ou tué ou vendu ou employé comme esclave. Non, ceci était inacceptable. Vous comprenez? La logique commandait maintenant cette attitude de Dessalines. Donc, autrement dit, professeur, il y avait là une justification de l'intervention. Bien entendu, de Dessalines. Cela va de soi. Est-ce que vous pensez que les Haïtiens de l'époque, bon, les Haïtiens de tous les temps, d'aujourd'hui aussi, pouvaient accepter maintenant l'idée de l'esclavage? Que les Haïtiens soient réduits en esclavage? Oh non. Naturellement, nous avons dit aussi que Jean-Jacques Dessalines aurait dû immédiatement, aussi lors de la signature du traité maintenant, sanctionnant le départ des troupes françaises, il aurait dû demander à Rochambeau aussi d'inclure. Il aurait dû exiger. Mais il a demandé à Rochambeau, est-ce que la partie de l'Est ne serait pas comprise dans le traité? Rochambeau a dit non. Il ne fallait pas poser cette question. Nous étions l'armée victorieuse. Donc il fallait immédiatement, il fallait exiger ce dont on voulait. Mais vous pensez qu'une bonne coopération, je préfère parler de coopération plutôt de collaboration, entre Rochambeau et Dessalines était possible à l'époque, quand on sait ce qu'il a fait, lui Non, c'était deux chefs de guerre opposés. Non, c'était deux adversaires, deux ennemis. Non, je ne parlerai pas de collaboration. Non, quand il y a maintenant guerre, maintenant il y a l'armée vaincue, devait partir naturellement. Bon, en ce qui concerne Saint-Domingue, devait laisser le territoire. Mais il y avait un accord qui a été signé. Donc l'accord étant signé, mais l'accord, moi d'expérience, je sais que quand deux parties devront signer un accord, la partie qui a pris l'initiative de la rédaction a toujours une position avantageuse. En ce sens qu'on fait passer toutes ses préoccupations. C'est ça. Quitte à l'autre maintenant
d'ajuster, d'adapter, tout ça. C'est comme dans un contrat. Mais c'est Rochambeau qui avait pris l'initiative de la rédaction, qui l'a proposé à Dessalines. Et par le biais du général Bazelet, Dessalines a fait dire à Rochambeau, est-ce que la partie de l'Est ne devrait pas être comprise aussi? Non, on ne pose pas ce genre de questions. Vous étiez le général victorieux de l'armée indigène. C'est aussi l'opinion du... Ceci m'a été inspiré par la lecture d'un livre de Jean Price-Mars. Vous comprenez? C'est ça. Donc maintenant, les Haïtiens qui nous suivent actuellement, doivent-ils, professeur, donner raison aux Dominicains d'avoir réagi ainsi? Ou bien doivent-ils se dire, bon, écoutez, on comprend pourquoi ils ont réagi de cette manière? Bon, vous comprenez, le public. Donc, non, ce n'est pas la même logique. La logique haïtienne, relativement à Dessalines, n'aurait pu être la même maintenant des Dominicains par rapport à Dessalines. Il s'agit de deux situations différentes. Non, alors on ne pourrait pas demander aux Dominicains de réagir de la même façon que les Haïtiens l'auraient non, fait. Alors ce que je voulais vous dire, et ce que je voudrais comprendre aussi, maintenant nous avons un public qui nous suit. Et ce public peut avoir été touché par ce qui s'est passé la semaine dernière. De toute manière. Maintenant, à partir des explications apportées, ou encore cet éclairage historique en quelque sorte, professeur, que devrait dire, par exemple, que doivent se dire un Haïtien qui nous suit? Doivent-ils se dire, ah, eh bien, ok, si c'est ainsi, eh bien, les Dominicains, ils avaient raison de réagir ainsi? Bon, je ne sais pas ce que l'Haïtien devra dire. Et quelle est votre position? Ma position à moi, c'est que je ne saurais, vous comprenez, je suis Haïtien, je ne saurais cautionner l'attitude. D'ailleurs, ceci s'est passé dans un espace universitaire. Vous savez que naturellement, logiquement, l'espace universitaire... C'est inviolable. Non, 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 non. Alors, la manifestation... Non, alors, la manifestation allait avoir lieu à l'université de Santo Domingo. Mais les manifestants, ils étaient au dehors, probablement. Mais ce que je veux dire, l'université, c'est d'abord un espace de dialogue, vous comprenez, et de contradiction aussi. D'échange aussi. C'est de là que peut sortir la vérité. Vous comprenez? Donc, ils ont réagi comme ils ont réagi. Bon, ce sont des Dominicains. Je ne suis pas à dire qu'ils avaient bien réagi. Non, vous comprenez? Mais nous autres aussi, nous devons d'avoir notre position. Seulement, nous essayons d'expliquer la question, d'expliquer leur attitude. Vous remarquez que j'avais dit aussi que peut-être que pour tous ces ouvertures, peut-être que Jean-Pierre Boyer, la réaction, naturellement, il s'agit aussi d'ultra-nationalistes dominicains. Vous comprenez? Nous avons dit que peut-être pour d'autres chefs d'État, qui ont eu une implication directe dans l'histoire dominicaine, peut-être que la réaction n'aurait pas été la même. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit seulement. Mais quant à dire que les Dominicains avaient raison, non, je ne saurais dire ça, vous comprenez? Ok. Ok. Même si vous comprenez la justesse de l'intervention de Jean-Jacques Dessalines. Bien entendu, bien entendu. Bon, Jacques Dessalines ne pouvait réagir autrement. Oui. Vous comprenez, mais quant à interpréter l'attitude des Dominicains, bon, ça c'est leur affaire. Vous vous abstenez de le faire. Bien entendu, professeur, je ne saurais le faire non plus. D'accord. Professeur, on sait que vous avez eu une carrière dans la diplomatie, vous étiez aussi dans l'administration publique, et ce sentiment qui existe aujourd'hui, ou encore qui caractérise les rapports entre Haïtiens et Dominicains, je pourrais même dire les problèmes qui existent entre les deux peuples. Comment on devrait adresser ces problèmes aujourd'hui? Bon, je crois qu'il faudrait envisager la question sur deux paliers. D'abord, il y a les autorités des deux pays. Donc, naturellement, ils essaient d'harmoniser les relations, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi, par exemple, l'Haïtien, nous sommes un peuple pacifique. Remarquez que pour nous, nous nous sommes dit que il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème du côté de l'Est. Tout autant que nous n'avons pas été là-bas et que nous avons été maltraités par ceux-là qui ont traversé la frontière à la recherche du travail et tout le reste. Vous comprenez? Donc, en ce sens que, de toute façon, nous sommes deux pays partageant l'île, nous devons envisager de vivre de manière pacifique, harmonieuse et tout le reste, vous comprenez? Donc il s'agit maintenant à la diplomatie haïtienne, des deux côtés de l'île, de prendre des dispositions nécessaires pour qu'il y ait le moins de tension possible entre les deux peuples. Donc là, est-ce que vous entrevoyez des dispositions qui devraient être prises pour harmoniser les rapports? Qu'est-ce que vous voyez? Bon, voyons,
Bon, c'est que déjà, il y a beaucoup d'accords qui sont signés sur le plan commercial entre les deux pays. Il semble aussi que sur le plan diplomatique, très souvent, bien que ça peut être interprété comme une sorte de paternalisme de la part des Dominicains, de la part des dirigeants dominicains, d'inclure Haïtiens aussi dans une perspective d'aménagement économique en faveur des Haïtiens. Vous comprenez? Mais tout ceci, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'affrontement, qu'on ne le voit pas. Mais maintenant, du côté du public, c'est différent. Il y a aussi un courant ultranationaliste, anti-haïtien de l'autre côté de la frontière. Vous comprenez? Oui, il n'y a pas d'affrontement, mais il y a persécution, non? Il y a persécution. Oh, mais c'est chaque jour qu'on voit que les Haïtiens sont maltraités là-bas. Ah oui, bien entendu, ça c'est clair. Oh oui. Donc, vous pensez que créer du travail en Haïti pourrait aider à résoudre ce problème? Il n'y a pas d'autre réponse. Il n'y a pas d'autre réponse. Attirer les investisseurs, etc. Pourquoi les Haïtiens traversent de l'autre côté de la frontière? Ils sont à la recherche du travail. Ils sont à la recherche. Et il n'y a pas seulement que la République dominicaine. Pour moi, je profite de ce micro peut-être pour dire que nous devons penser sérieusement à une politique de contrôle de naissance, comme d'autres pays l'ont fait. Vous remarquez que nous n'arrivons pas à fournir les services nécessaires, les services de base à l'ensemble de la population. Il n'y a pas de création d'emplois et tout le reste. Pourquoi sommes-nous obligés chaque jour d'accueillir de nouveau-nés? Il faudrait que l'État pense sérieusement à une politique de contrôle de naissance. Donc là, c'est pour compresser ou ralentir l'explosion démographique. L'explosion démographique, de toute manière. Il n'y a pas seulement, aux Bahamas où j'étais, il y a plein d'Haïtiens, toujours, ils ne sont pas... Je ne vous dirai pas qu'ils sont généralement bien... Oui, mais il y a des pays, évidemment plus avancés que nous, qui ont à peu près la même superficie et qui comptent 2 fois la quantité, disons, d'habitants. Vous voulez dire les Bahamas? Pas les Bahamas. Je vous dis qu'il y a d'autres pays. Par exemple, Taïwan. C'est à peu près la même superficie, mais 2 fois plus de 2 fois. Qu'est-ce que l'on constate chez nous? Il n'y a pas de travail. Voyez-vous, c'est le chômage qui prévaut. Donc l'Haïtien maintenant, il y a encore quelque chose. Donc vous préconisez un contrôle de... Contrôle de naissance d'abord. Ensuite, une politique d'incitation à l'investissement pour porter les étrangers. Mais je crois que généralement les gouvernements haïtiens, ils ne demandent pas mieux, ils font de leur mieux. Naturellement, d'autres diront qu'il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas d'électricité, de tout le reste. Mais nous avons une main-d'œuvre que l'on peut facilement utiliser, qui est très... vous comprenez? Qui ne demande qu'à trouver du travail, vous comprenez? À bon marché. À bon marché et tout le reste. Bon, ce n'est pas que je préconise une politique de main-d'œuvre à bon marché, mais en attendant, vous comprenez? Donc, pourquoi il y a une certaine réticence de la part des étrangers à venir? Ça, je ne sais pas pourquoi. Vous comprenez? Mais on constate que tous les gouvernements ici ont toujours fait de leur mieux pour attirer les investisseurs chez nous. Mais ils hésitent, ils traînent les pieds pour ne pas venir. Pourquoi? Ça, voilà une explication qu'il faut savoir trouver. OK. Vous étiez consul général aux Bahamas. Oui. Et vous avez laissé prématurément, c'était au cours des années 80, 87, par là? Bon, je n'ai pas laissé, vous savez que... J'ai été plutôt Vous avez été mis à pied. Bon, cela arrive. Et pourquoi? Oui. Pourquoi? Bon, la situation est un petit peu... Parler de ça, c'est un petit peu très cocasse, vous savez. Et à l'époque où j'étais là-bas, naturellement, le ministre d'alors, c'est moi qui avais demandé que je sois muté à un autre poste. Parce que j'étais seul là-bas, fatigué. Et moi, quand j'ai du travail à faire, je prends ça très à cœur. Et le ministre m'avait répondu, je me souviens bien, mais vous faites du bon travail là-bas, pourquoi voulez-vous déplacer? Je lui ai dit que je ne me sens plus capable de continuer. Vous comprenez? Parce que la prison, c'était moi, les hôpitaux, c'était moi, partout. Bon. Et j'étais le seul diplomate en poste. Quand vous parlez de prison, vous parlez de... les Haïtiens étaient appris continuellement qu'il y avait des Africains. Sous mon administration, on expulsait par les Haïtiens, puisqu'il y avait un accord qui a été signé en 84. Moi, j'ai essayé de faire jouer les dispositions de cet accord. Mais les Haïtiens qui venaient d'arriver, ils étaient mis en prison provisoirement et refoulés en Haïti. Il y en avait beaucoup à l'époque, il y avait beaucoup d'Haïtiens, de ressortissants haïtiens là-bas et aux Bahamas. Ah oui, en 1987. En 1987. Oui, jusqu'à aujourd'hui, oui.
Et les Haïtiens continuaient d'arriver. Je me rappelle le ministre des Affaires étrangères qui m'avait convoqué à Foreign Affairs pour me dire que, consul, nous avons de bonnes relations avec Haïti, c'est vrai, mais comment voulez-vous que nous puissions ouvrir nos portes et dire à tous les Haïtiens de venir, vous comprenez? Donc ceci, c'était pour traduire sa position par rapport à ma demande et réitérer, vous comprenez, d'améliorer la situation des Haïtiens. Et ceci, voilà un fait que l'on pouvait comprendre. Donc c'est à nous de contrôler notre émigration, vous comprenez, de contrôler nos frontières. Ça, c'est une responsabilité que nous devons de nous donner, que chaque pays se doit de se donner, contrôler ses frontières. À l'époque, on avait combien d'Haïtiens, à votre avis, aux Bahamas? Aux Bahamas, je crois que le tiers de la population 40% de la population du pays était haïtienne. C'était des Haïtiens, 40% de la population générale des Bahamas. Donc nous sommes en 1987. Nous sommes en 1987. Vous avez dit 40%. 40%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne doit y avoir que des Haïtiens là-bas. Bon, naturellement. Et la population, à l'époque où j'étais là, la population globale du pays, en fait de Bahaméens, c'était 350 000. Pour tout le pays, pour l'ensemble du pays. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc les Haïtiens venaient continuellement. Il y avait aussi des Jamaïcains, mais les Haïtiens étaient un nombre beaucoup plus élevé. Bon, c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir à cet espace, professeur. Mais juste avant de vous laisser partir, je voudrais vous demander aujourd'hui, qu'est-ce que l'on doit retenir après avoir fait ces réflexions? Qu'est-ce que l'on doit retenir, nous autres Haïtiens, non seulement pour la République dominicaine, mais pour la question de l'émigration des Haïtiens? Qu'est-ce que nous devons retenir? Écoutez, si l'on veut se faire respecter, il faut que l'on commence par se respecter soi-même. De sorte que la création d'emplois en Haïti est une nécessité. Comment voulez-vous que l'on puisse aller là-bas? Donc, par exemple, les Dominicains, ils ont créé des zones touristiques, par exemple. Je me rappelle que c'est un Dominicain qui me le disait, que l'on voit des Haïtiennes venir avec leurs enfants, traîner deux enfants, par exemple, à faire de la mendicité. Vous comprenez? Donc ceci n'est pas acceptable, n'est pas bien vu. Vous comprenez? Donc le problème, selon moi, c'est chez nous que la solution doit être trouvée d'abord. Bien entendu, il faudrait aussi faire jouer les ressorts de la diplomatie pour que les Haïtiens ne soient pas maltraités là-bas. Ah non. Vous comprenez? Que les Haïtiens soient expulsés de n'importe comment. Des fois, ils n'ont même pas l'opportunité d'aller chez eux récupérer leurs affaires. Ceci n'est pas normal. Donc on ne peut pas les encourager non plus. On ne peut pas les encourager non plus à quitter le pays dans des embarcations de fortune. Oui. Non, on ne peut pas. On ne peut pas les encourager. Donc il faut que les conditions soient trouvées chez nous d'abord. Vous comprenez? Alors, il faut des solutions aux problèmes et ces solutions doivent sortir d'Haïti. Doivent sortir d'Haïti nécessairement. C'est à nous de prendre soin de notre population d'abord. C'est ça. Bon, et Charles Dumont, point du jour, merci d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Et quand il s'agira bientôt de débattre d'une question et un rapport avec l'histoire, on pensera encore à vous. Bon, merci Wendell, et c'est à moi de vous remercier réellement de m'avoir invité à cette émission. Merci encore une fois. Okay. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Charles Dumont, point du jour, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.